Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire, donc le quatrième qui est organisé par l'EDIH Green Power IT, qui portera aujourd'hui sur le sujet donc, de la traçabilité numérique en entreprise, définition, enjeux et solutions. Pour parler du sujet, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir 3 experts, donc de 3 structures partenaires de l'EDIH, qui sont donc Nathalie Mitton, directrice de recherche à INRIA, Pierre Boulet, professeur à l'Université de Lille, et Laurent Clavier, professeur à l'IMT Nord-Europe. Donc avant de leur donner la parole, je vais redonner un peu le contexte, donc expliquer ce qu'est l'EDIH pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc l'EDIH Green Power IT, c'est un pôle européen d'innovation numérique. Donc ce sont des projets européens, mais qui financent donc des projets plus, des consortiums régionaux qui visent à accélérer la transition digitale des PME et des collectivités à travers l'utilisation le développement de technologies de pointe, spécifiquement dans l'IoT, l'IA et la cybersécurité, pour ce qui est de la région Hauts-de-France. Sachant qu'il y a d'autres EDIH, donc 16 en tout en France, qui portent sur des thématiques qui se recoupent ou d'autres thématiques aussi. Et il y en a à peu près 200 à l'échelle européenne. Donc, ce qui a permis de créer un réseau important d'acteurs qui développent ensemble des services spécifiquement pour les PME. Donc, le projet est porté par le CITC, donc cluster d'entreprises dans l'IoT, et il s'appuie sur une alliance d'acteurs régionaux. Donc, vous avez les logos ici voilà, des différents acteurs qui sont impliqués, donc des acteurs académiques, des centres de recherche, clusters, CCI, voilà, donc tout un panel d'acteurs qui travaillent ensemble pour fournir donc, les services qui sont divisés en 4 piliers. Donc, il y a la partie formation. C'est dans le cadre de celle-ci, justement, de ce lot de travail qu'on organise ces webinaires pour transmettre un maximum de connaissances et de compétences aux entreprises. La partie Test Before Invest, donc là, c'est plus l'accès à des plateformes, des démonstrateurs technologiques. On a aussi une partie pour l'accompagnement à la recherche de financement et puis tout ce qui est mise en réseau. Donc, comme je le disais, le DIH a permis de connecter plusieurs acteurs et donc, voilà, les entreprises ont accès à tout ce réseau régional, national et européen. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller sur notre site internet. Nous sommes aussi sur LinkedIn et vous pouvez nous contacter directement également par mail. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole donc, à nos experts pour donc déjà définir le sujet de la traçabilité. Et puis, chacun pourra présenter les solutions technologiques qui sont associées. Nathalie Mitton, je te laisse la parole. Merci Christine. Bonjour à tous. Donc, pour parler de la traçabilité, je vous propose déjà de commencer par les différentes définitions de la traçabilité. Donc là, sur le transparent, vous pouvez voir une compilation de ce qu'on peut trouver dans le dictionnaire en réalité. Mais en gros, ce qu'on voit bien, c'est que la traçabilité permet de reconstituer le parcours d'un produit, de sa production à sa distribution, et ce à des fins de sécurité alimentaire ou de contrôle des flux. Et on parle bien de traçabilité d'objets. Donc derrière le mot traçabilité, on peut y mettre tout un tas d'implémentations pour récupérer cette traçabilité. Ça peut être tout à fait manuel. Rien n'indique qu'on ne peut pas juste suivre le produit et noter toutes les étapes dans un carnet. Mais bien sûr, vu les difficultés, les enjeux et les volumes des produits à tester, on a cherché au fil des années à automatiser tout ça. Donc, traçabilité, ça ne veut pas non plus dire pister au jour le jour. Si on voit bien ces définitions, c'est vraiment, ça peut être fait de façon rétrospective
On ne demande pas forcément de savoir à tout moment où est tel ou tel produit. On n'a pas besoin, par exemple, de position GPS. La position GPS peut être un élément de traçabilité, mais on peut obtenir une traçabilité par d'autres moyens. Et c'est ce que nous verrons. Donc, historiquement, on a utilisé le code à barres qui est apparu dans les années 70. Donc, tout d'abord, pour des applications spécifiques à petites échelles, donc on traçait d'abord des wagons sur les chemins de fer, sur les trains. Et on a petit à petit automatisé pour qu'on puisse taguer quelque part tous les produits dans un supermarché. Je pense que vous êtes très familier avec ces codes à barres. Ils sont déployés maintenant partout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont très réglementés. Le code que vous voyez est rattaché à un produit, à une société, à un fabricant, et il n'aura pas le même format que l'on veuille taguer un lieu, un objet, une palette, donc un contenant qui va contenir plusieurs objets. Tout ça est très réglementé. Le code à barres, on verra ensuite des spécificités, mais généralement, il réfère à une famille de produits. Vous prenez 3 paquets de pâtes identiques, ils auront 3 fois le même code, qu'importe leur origine et leur date de fabrication. Donc, on a une certaine traçabilité avec le code à barres, mais qui, dans certains cas, risque de ne pas être suffisante. Et il nécessite une lecture optique. Donc là, vous voyez tous les scanettes infrarouges qu'on doit pointer sur le code à barres. Donc ensuite, on a un peu automatisé cela et on a fait un peu des codes à barres électroniques. Et vous avez peut-être entendu parler des étiquettes RFID. Donc RFID pour identification par radiofréquence. Donc ça reste une étiquette très simple, vous voyez, qui est constituée d'une antenne et d'une puce et qui sont assemblées. L'ensemble fait notre étiquette et c'est dans la puce qu'on va pouvoir encoder de l'information et grâce à l'antenne, bien sûr, qu'on va pouvoir lire cette information, mais également écrire de l'information et alimenter la lecture de cette information. Donc vous voyez, on reste quand même sur des étiquettes passives, c'est-à-dire qu'on n'embarque pas de source d'énergie. L'énergie est récupérée par le champ électromagnétique qui va permettre la lecture, en même temps va alimenter et ça va permettre de récupérer les informations encodées sur la puce ou d'en écrire de nouvelles. Donc on a plusieurs types d'étiquettes qui diffèrent visuellement, ils n'ont pas la même forme. L'antenne n'aura pas la même forme suivant la catégorie d'antenne de tag RFID auquel on a affaire. Et en général, donc on évolue sur des fréquences différentes et suivant la fréquence, on va y appliquer une application parce que c'est vraiment dû à des limites physiques pour expliquer. Là, ce que vous voyez en rouge, c'est très grossier, mais c'est pour vous donner une idée de la forme du champ qui va venir lire et alimenter l'étiquette. Donc, pour certaines étiquettes, donc celles qu'on trouve le plus en ce moment, qui sont par exemple dans vos forfaits de ski, qui sont sur vos livres de bibliothèque, qui sont sur vos antivols de vêtements, la plupart du temps, il s'agit de ce type d'étiquette. Donc, on voit où le champ porte pas très loin, c'est assez courte portée, mais il englobe bien. À l'inverse, quand on va faire du tracking, par exemple, pour suivre vos bagages dans un aéroport, on va avoir un champ qui est très directif, mais qui porte plus loin. Donc, on voit, suivant les spécificités physiques de ces étiquettes, on va avoir différentes applications. Donc, j'ai cité rapidement quelques applications, là, je vous en mets d'autres. C'est évidemment très déployé pour tout ce qui est faire des inventaires automatiques, les gestions logistiques et la traçabilité, bien sûr. Mais on a également tout ce qui est les dossards que vous avez dans des courses de marathon, par exemple, ont une étiquette. Généralement, c'est un petit badge qu'on vous demande de mettre sur vos lacets pour pouvoir être compté les temps exacts au départ et à l'arrivée quand vous passez sur les tapis qui sont sur les lignes de départ et d'arrivée. Les forfaits de ski, les livres de bibliothèque, enfin, il y en a vraiment beaucoup.
Pour revenir aux comparaisons entre code ABAR et code RFID, alors le gros avantage du code barre, c'est qu'il ne coûte rien en fait. Il suffit de l'imprimer, on voit qu'on peut l'imprimer très facilement sur un emballage, ça ne rajoute pas de coût. Les lecteurs, alors cette information est de moins en moins vraie, mais surtout au moment du déploiement, les lecteurs étaient assez coûteux à l'inverse. Donc on avait beaucoup de tags qui ne coûtaient pas cher et quelques lecteurs qui, eux, avaient un certain coût. Donc maintenant, c'est moins vrai parce que vous arrivez à lire des codes barres avec vos téléphones portables. On peut trouver d'autres façons de faire. Par contre, l'information, bien sûr, elle est statique. On ne change pas les barres du code barre et elle est assez limitée en taille d'information. Et on a un peu le pendant côté RFID. Chaque tag, bien sûr, là, c'est un composant électronique. Alors, ça reste peu cher quand on n'en a que quelques unités. Mais dès qu'on veut passer à l'échelle, avoir des centaines de milliers d'articles à taguer, ben, le coût n'est plus négligeable. À l'inverse, les lecteurs sont beaucoup moins chers. Et on a une information qu'on peut changer, on peut réécrire. Alors, peut-être pas sur tous les tags, mais sur certains, on peut modifier l'information qui est embarquée. Et là, on a une capacité beaucoup plus importante. Pour continuer dans cette comparaison, le code barre, on doit nécessairement passer par un système centralisé. Donc, suivant les architectures qu'on a, c'est très bien. Dans d'autres cas, ça peut être un peu limitant, mais ça nécessite un système centralisé qui est sécurisé parce que c'est lui qui va maintenir toutes les informations, mais également un accès réseau à ce système. Donc, vous pouvez lire un code barre, mais vous ne saurez pas ce qu'il y a derrière si votre lecteur n'est pas connecté au système centralisé qui détient les informations. Sur le tag, c'est vrai, souvent on a ce système centralisé sur le tag RFID, mais vous pouvez décrypter en local sur le lecteur même l'information qui est dedans. Vous n'avez pas nécessairement besoin, suivant la façon dont votre système est implémenté, d'aller interroger le serveur central. Donc ça donne une certaine mobilité, en particulier pour les environnements mobiles ou qui sont dans des zones qui ne sont pas toujours connectées, comme par exemple quand on parle de vos tickets de métro ou de bus. Le bus, il va parfois dans des endroits où il n'y a pas forcément d'accès réseau, de couverture réseau au système centralisé d'Ilevia, par exemple, à Lille. Mais vous aurez quand même l'accès au bus. Et comme on peut stocker plus d'informations sur le tag, on peut avoir des informations unitaires. Vos deux paquets de pâtes dont je parlais tout à l'heure, ils pourront très bien avoir des identifiants différents et donc on pourra les distinguer. Donc pour les pâtes, ça n'a peut-être pas un gros intérêt, mais dans l'absolu, on peut cibler des rappels produits, par exemple, plus facilement, ou savoir exactement à quel moment un événement a pu se produire. Et en termes de lecture, on est beaucoup plus rapide avec les tags, car on peut lire tout un ensemble de tags en quelques millisecondes, alors que dans le code à barre, vous voyez bien quand vous passez au supermarché, vous devez passer vos articles un à un. Donc, il y a bien évidemment plein de défis techniques derrière cela. La RFID, ça repose sur l'utilisation d'ondes électromagnétiques. Donc, cela fonctionne plus ou moins bien dans des milieux qui peuvent perturber la propagation de ces ondes, donc en particulier les milieux liquides ou métalliques. Et dans certains cas d'utilisation, les taux de lecture qu'on a sont peut-être insuffisants. Donc, il y a des gros travaux qui sont faits pour améliorer ces taux de lecture. Et également apporter des garanties supplémentaires sur la sécurité des informations embarquées et tout ce qui touche au respect de la vie privée et des informations qu'il faut ne pas diffuser ou diffuser autrement. Donc, dans tous les cas, que ce soit le code barre ou l'étiquette RFID, on reste sur des équipements passifs. Comme je l'ai dit un peu au début, on n'a pas du tout de source d'énergie. Donc, il faut aller interroger ces éléments pour obtenir un point de passage ou en tout cas une donnée qui pourra être entrée dans la chaîne de traçabilité. Si on veut aller plus loin, avoir des objets autonomes qui sont capables d'eux-mêmes de nous informer
d'un changement de situation ou d'un problème ou d'autres éléments, alors il faut embarquer de l'énergie. Et là, on parle alors de dispositifs IoT, Internet des objets. Et donc là, on parle de dispositifs actifs qui reposeront sur une batterie, comme j'ai dit, et qui peuvent en même temps intégrer d'autres composants électroniques. Donc, ce peut être un GPS, donc, qui va apporter des éléments supplémentaires à la traçabilité, mais ça peut être aussi des informations contextuelles. Quelle est la température dans un milieu pour suivre la chaîne de froid, par exemple. Mais tous ces composants ont également un coût et une consommation énergétique. Donc, il faut prendre en compte tout ça vis-à-vis de l'autonomie des dispositifs. Et surtout, il faut que ces équipements soient en mesure de communiquer ces données. Donc là, généralement, on n'utilise plus les systèmes que j'ai décrits pour les écritures, les étiquettes RFID. On va utiliser des technologies de communication. Je pense que vous êtes familier avec au moins certaines d'entre elles, donc le Bluetooth, le Wi-Fi, parfois le LoRa. Tout ça, ça peut être une combinaison de toutes, ça peut être une spécifiquement, suivant l'environnement dans lequel on évolue, et parce que toutes ces technologies de communication, elles ont des spécificités différentes qui font que l'une sera meilleure que l'autre dans un cas particulier. Et puis, il faut s'assurer qu'ils puissent communiquer, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, quand on a besoin d'une information, sinon, ou alors qu'elles puissent stocker les informations et qu'on récupère en bout de chaîne. Et tout ça fait qu'il y a tout un nouveau système à concevoir autour et qu'on change un peu le paradigme. Il y a également d'autres défis, mais pour cela, je vais laisser la parole à mes collègues. Alors, c'est à moi, je pense. Voilà. Donc, quand on récupère ces informations, si on veut les partager dans un écosystème, oui, c'est bon, vous m'entendez, on a besoin d'un système logiciel autour pour traiter ces informations, les conserver et les partager. Donc, une des technologies possibles pour travailler là-dessus sont les technologies blockchain, et je vais vous expliquer en peu de temps, peut-être un tout petit peu plus que 5 minutes, ce que c'est qu'une technologie, une blockchain, et à quoi ça peut servir dans le cadre de la traçabilité. Une blockchain, c'est un registre, c'est une technologie de registre distribué et décentralisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde peut lire et vérifier les données, donc on va pouvoir partager de l'information. Tout le monde peut écrire, mais seulement à la fin du registre, donc on ne va pas pouvoir modifier les informations qui ont déjà été enregistrées dans le registre. Hein. C'est un livre où on écrit à la fin. Et la particularité des blockchains, c'est qu'on n'a pas de tiers de confiance. C'est-à-dire que ce n'est pas un des membres de l'écosystème qui gère le registre pour tout le monde. C'est tout le monde gère ensemble ce registre. Donc ça, c'est la théorie, c'est très beau. En pratique, en fait, c'est souvent pas complètement décentralisé. Tout le monde ne peut pas lire ou vérifier les données. Il y a des droits particuliers. Tout le monde ne peut pas forcément écrire non plus dans les données. Et puis, on a quand même des tiers de confiance à l'intérieur qui permettent de faire tourner le système. C'est rarement complètement décentralisé et sans tiers de confiance. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une grande variété de technologies et d'écosystèmes de confiance différents. Et ces technologies blockchain, avec un S, donc, ne sont utiles que pour sécuriser des échanges d'informations entre entités qui ne se font pas confiance a priori. Donc, typiquement, dans une chaîne d'approvisionnement pour construire un outil, si on veut de la traçabilité sur tous les composants d'un outil, on a un certain nombre de participants, de sous-traitants, de transporteurs, etc., qui doivent assurer la traçabilité. On parlait du respect de la chaîne du froid, par exemple, tout à l'heure, et il faut que chacun puisse garantir qu'il a fait son travail correctement pour que l'objet qui est vendu à la fin ou distribué à la fin respecte toutes les règles. Donc, les blockchains sont une possibilité. Alors, il y en a 3 grandes catégories. Les blockchains publiques, donc sont vraiment ouvertes à tous, tout le monde peut écrire dedans, n'importe qui, c'est décentralisé complètement. Il n'y en a pas tant que ça qui soit vraiment utilisé. Donc, on va retrouver le Bitcoin qui était la blockchain du Bitcoin, la première qui a popularisé ce genre de technologie. Ethereum, qui est très utilisé aussi. J'en cite une 3e, Hive, mais il y en a des dizaines quand même différentes là-dessus, qui sont plus ou moins complètement décentralisées et ouvertes.
Donc, on va avoir des consensus donc pour se mettre d'accord sur le contenu de cette chaîne qui est géré à plusieurs, qu'on va pouvoir retrouver sous forme de preuve de travail ou preuve d'enjeu. Ensuite, on va retrouver des blockchains du consortium qui sont peut-être plus utiles pour faire de la traçabilité au sein d'une filière. Donc, ils vont être opérés par les membres d'un consortium. Donc, là-dedans, on va pouvoir avoir des droits d'écriture et de lecture restreints aux membres du consortium, typiquement. Et donc, on va retrouver, par exemple, Alastria, qui est une infrastructure blockchain espagnole, le BSI, qui est une infrastructure blockchain européenne, réservée aux administrations européennes, et puis une technologie Hyperledger Besu, par exemple, qui est une technologie open source qui est utilisée par Alastria et le BSI. Et là-dedans, on va retrouver comme protocole de consensus pour se mettre d'accord ce qu'on appelle la preuve d'autorité BFT, Byzantine Fault Tolerance. Je ne vous en dirai pas plus. Et puis, on a au final des trucs qui sont plus vraiment des blockchains, mais qu'on va appeler des blockchains privés, qui sont opérés par un ou un tout petit nombre d'acteurs, dans lesquels les droits d'écriture et de lecture sont restreints. Et donc, par exemple, on a la blockchain alimentaire de Carrefour, où c'est Carrefour qui gère pour tous ses fournisseurs cette chaîne de confiance. Donc, il y a un tiers de confiance, hein, l'opérateur qui est Carrefour là-dedans. Et on va utiliser des outils comme typiquement Hyperledger Fabric, et on a de la preuve d'autorité. Là, je suis Carrefour, vous me faites confiance. En gros. Les principes techniques, c'est que les données qui sont communs à tout le monde, donc les données sont à toutes les technologies que j'ai pu présenter, les données sont regroupées en blocs. Ces blocs sont redatés et chaînés cryptographiquement, donc c'est ça qui va assurer qu'on ne va pas pouvoir modifier des données qui ont déjà été écrites. Sinon, ça veut dire qu'il faut changer toute la chaîne qui est derrière, toutes les données qui suivent. Les données sont signées cryptographiquement, donc on sait qui les a écrites. Mais ça suppose d'avoir une gestion de ces clés de signature, donc qu'on s'assure que l'entité qui a signé est bien la bonne entité. Voilà, c'est un peu des systèmes de gestion de clés. Ça repose sur un mécanisme de consensus distribué entre des nœuds qui sont connectés en pair à pair. Ça veut dire que les différents nœuds de cette chaîne discutent entre eux. Donc, c'est le pair à pair. Hein. Vous vous souvenez, hein, vous avez téléchargé des films en pair à pair. Fut un temps pour les plus vieux d'entre nous. Et puis, il y a un consensus pour se mettre d'accord sur ce qu'on écrit dans cette chaîne, qui est une chaîne systématique, qui est la même, vue de la même façon par tout le monde. Et puis, optionnellement, il y a un mécanisme de calcul décentralisé automatique sur les données. On a les fameux contrats intelligents, ou smart contracts, qui permettent de faire des traitements automatiques sur le contenu de ce registre. J'en dirai pas plus aujourd'hui. Alors, en fait, comme on est décentralisé, distribué, il y a plein d'acteurs, parties prenantes de ces systèmes. On a les développeurs qui développent les technologies blockchain, le cœur du réacteur blockchain en lui-même, et puis les applications qui les utilisent. On a les opérateurs de nœuds qui font tourner ces logiciels et qui les maintiennent en conditions opérationnelles et en conditions de communiquer les uns avec les autres, qui font tourner les algorithmes de consensus. On a des investisseurs qui vont financer tout ça, des utilisateurs qui vont l'utiliser pour faire différentes applications, et puis des régulateurs. Voilà, toutes ces choses-là sont régulées par la loi, et en particulier si on a des crypto-monnaies qui tournent dessus, puisque les blockchains peuvent, entre autres, supporter des crypto-monnaies. Et donc là, dès qu'il y a de l'argent, il y a des régulateurs qui rentrent en jeu. Parce qu'il y a des arnaques possibles, et donc c'est pour limiter les arnaques, assurer la sécurité des utilisateurs. Et donc, pour réussir à faire travailler ensemble toutes ces parties prenantes, on a besoin d'une gouvernance pour aligner les intérêts des investisseurs, des utilisateurs, des développeurs, des opérateurs de nœuds, pour que le truc fonctionne de manière décentralisée et rendre le service qui est attendu de lui. Donc, il y a plein de mécanismes socio-économiques, plus ou moins encodés dans le code du logiciel, qui permettent à ces gouvernances de fonctionner et à prendre des décisions sur comment on fait évoluer le code du logiciel si on découvre une faille de sécurité, par exemple. Est-ce qu'on revient en arrière? Qui a le droit d'écrire? Qui a le droit de lire ces informations-là? Il faut le décider, et donc il y a besoin d'une gouvernance. Au-delà de cette gouvernance, c'est compliqué de mettre en place une gouvernance. Donc, voilà. Selon le cas d'usage, on va mettre ces gouvernances en place. Il y a plein de défis techniques, proprement dit. Donc, la sécurité de ces infrastructures. On veut que les données qui soient écrites dedans soient infalsifiables. Voilà. La cryptographie qui est mobilisée étude des réponses possibles.
On veut que ça passe à l'échelle du cas d'usage, donc qu'on supporte le nombre de transactions à la seconde qu'on veut suivre, le nombre d'utilisateurs possibles dans ces systèmes. Alors, je parle de baleines et de menus fretin, c'est la taille des investissements qui sont faits par les différents utilisateurs, qui assure la partie décentralisation, c'est important dans la gouvernance économique de ces systèmes. Le nombre d'applications qui vont tourner dessus, est-ce qu'on fait une infrastructure décentralisée mono-applicative ou pas, ouverte à d'autres applications qui ne sont pas prévues au départ, et puis le nombre de contrats intelligents qu'on va pouvoir faire tourner régulièrement. À chaque fois qu'il y a des informations modifiées, il faut regarder si ça déclenche des traitements automatiques ou pas, et donc ça coûte en infrastructure numérique matérielle. Donc il faut passer à l'échelle du cas d'usage qu'on a décidé. Ensuite, autour de la décentralisation, avoir une vraie décentralisation effective avec une gouvernance qui fonctionne bien, c'est compliqué. Pour plein de raisons. Gérer les évolutions technologiques, il y a besoin d'assurer la pérennité de ces infrastructures. Ça demande une gouvernance technique, des mécanismes d'évolution qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place dans un système décentralisé. Est-ce que tout le monde doit changer en même temps ou est-ce que je peux changer l'un après l'autre la version du logiciel qui doit pouvoir communiquer avec les autres, etc. Il y a des questions de soutenabilité de ces solutions, soutenabilité environnementale. Quand on est en preuve de travail, on n'est pas soutenable environnementalement. Le Bitcoin, ça coûte extrêmement cher. Soutenabilité économique. Il y a des gens quand même qui mettent des machines, qui opèrent ces machines. Il y a des gens qui les font tourner, donc ils sont payés pour les faire tourner. Comment économiquement on assure qu'il y a un modèle économique qui permet au système de fonctionner. Et soutenabilité juridique, il y a toute une réglementation qu'il va falloir respecter et qui évolue. Et donc, il va falloir faire évoluer la technique en fonction de l'évolution de la réglementation, et ce n'est pas toujours facile. Et puis après, on a besoin un exemple de conformité juridique. On a le fameux règlement pour la protection des données à caractère personnel qui doit faire en sorte que si on manipule des données à caractère personnel, elles ne soient pas lisibles par tout le monde et qu'on ait le droit d'effacement, alors que dans une blockchain, typiquement, on n'a pas le droit d'effacer les informations. Et donc, comment on implémente le droit à l'oubli sur une blockchain, c'est un vrai défi technologique. Il y a des solutions, mais qui sont toujours plus ou moins acceptables au niveau juridique. Les blockchains ne sont utiles. Alors, on voit que c'est compliqué quand même à faire fonctionner. Donc, ça n'est utile que si on doit échanger des données de manière sûre et horodatée. On a vu que les blocs sont horodatés. On sait quand les informations ont été écrites, entre partenaires qui ne se font pas confiance et en l'absence de tiers de confiance. Si vous avez un tiers de confiance naturel, il n'y a pas besoin de blockchain. Voilà. Et donc, tous les partenaires peuvent posséder une copie des données. Ça, c'est vraiment la base. Ils peuvent participer au consensus. Et puis, ils peuvent vérifier les processus et les données. Donc, on remplace la confiance par « je fais confiance à un tiers de confiance » à « je peux modifier ». Non, pardon, je ne peux pas modifier, mais je peux vérifier que tout s'est passé conformément aux règles technologiques et de la gouvernance. Donc, on peut toujours vérifier tout ce qui s'est passé. C'est ça qui donne la confiance dans les données qui ont été inscrites là-dedans. Voilà quelques exemples d'utilisation. Depuis notaire, auditeur, on enregistre des informations simplement. On va pouvoir ensuite, si on monte dans les degrés d'innovation, échanger des informations. C'est là qu'on va retrouver les crypto-monnaies typiquement, mais aussi des systèmes de vote, par exemple. Au-dessus, on va avoir des contrats intelligents. Et donc là, on va avoir la logistique et supply chain, donc traçabilité tout au long d'une chaîne d'approvisionnement, avec des données qui ont été récupérées par des technologies dont a parlé Nathalie et dont va parler Laurent juste après. Et puis on peut aller en mélangeant des blockchains avec des IA, etc., avoir des contrats dynamiques, intelligents et dynamiques. C'est pas encore très répandu, ces choses-là, mais les blockchains sont un élément d'un système plus complexe. Et je passe la parole à Laurent. Je vais prendre la suite. C'est Christine, mes slides, voilà. Enfin, désolé, la qualité de mes slides n'est pas top. Donc, si maintenant vous avez envie d'implémenter ces blockchains aussi, comme Nathalie l'a suggéré à la fin de sa présentation, vous êtes un peu insatisfait de la RFID ou des codes barres. Donc, vous allez vous tourner vers des technologies IoT, dites IoT, Internet des objets, dans leur grand nom. Donc, la première chose que vous allez devoir vous poser comme question, c'est finalement mes objets que je vais construire
enfin pour suivre ce que j'ai envie de suivre, mes cartes, mes étiquettes, vous les appelez comme vous voulez, elles vont devoir communiquer. Hein. Donc Nathalie a commencé un tout petit peu à en dire quelques mots. Ici, j'ai fait juste une représentation assez rapide de ce que je me passait par la tête. Donc c'est assez petit, je suis désolé, de toutes les technologies radio que vous pouvez trouver. Ici, juste en fonction de la portée et du débit, alors il y a d'autres choses qui sont aussi importantes, en particulier la consommation énergétique, la fiabilité, les latences. Enfin, il y a tout un tas de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais ce qu'on voit apparaître ici, c'est que finalement, il y a un nombre de choix technologiques absolument importants et d'expérience. A priori, vous n'allez pas trouver celui qui vous convient. Voilà. Donc, Nathalie, à un moment, avait suggéré d'avoir un mix de technologies. C'est aussi une possibilité. Si je vais tout en bas à gauche, là, j'ai en océan, j'ai du Zigbee et 6LoWPAN qui se superposent. J'ai du Bluetooth, donc qui sont plutôt des technologies assez basse consommation sur lesquelles on aurait envie de travailler, mais qui sont assez courte portée et donc qui ne vont pas forcément transmettre beaucoup de débit. Donc, ça peut nous limiter dans les applications qu'on veut faire. Si on remonte sur au milieu, en haut, du LTE-M, du NB-IoT que vous connaissez peut-être un petit peu, qu'on va appeler 4G, 5G, ou du Wi-Fi Allo, qui est du Wi-Fi un peu étendu pour des basses consommations, relativement basse consommation, je vais dire. Là, on est sur des choses qu'on connaît, qui sont bien déployées à peu près partout, qui vont sur des plus longues distances, qui offrent des meilleurs débits, mais qui auront une difficulté en termes de consommation énergétique pour la durée de vie de vos objets. Je reviendrai dessus un petit peu après. Peut-être vous avez entendu parler des technologies LoRa Sigfox qui sont en bas ici, donc qui vont offrir de la longue portée, qui vont offrir des couvertures normalement qui sont relativement satisfaisantes, donc vous n'aurez pas besoin de déployer l'infrastructure, c'est une condition quand même relativement importante. C'est basse consommation, c'est du très bas débit, donc il n'y a pas beaucoup d'informations qui transitent. Ça peut vous satisfaire. Juste pour anecdote, il y a quand même une difficulté derrière ça, c'est qu'il y a assez peu d'acknowledgement dans la communication, donc l'objet envoie son paquet, mais il ne sait pas forcément s'il est bien arrivé. Voilà. Si vraiment vous voulez aller très loin et vous voulez avoir des couvertures dans des zones très peu couvertes, vous pouvez tenter les satellites. Il ne faut pas trop aller dans des hangars parce que ça risque de ne pas passer. Donc, le panorama des technologies que vous pouvez utiliser est extrêmement vaste. Choisir la bonne technologie qui convient à votre cadre d'usage est un problème majeur. Quand on parle de traçabilité, même si à nouveau je reviens sur ce qu'a dit Nathalie, elle a dit que traçabilité n'était pas localisation, mais il y a beaucoup de projets qui se disent pour tracer, je vais localiser. Il y a eu beaucoup d'essais à ma connaissance dans cette direction-là. Je n'en connais pas qui soient vraiment des succès généraux, surtout quand on va essayer de tracer des petits objets qui coûtent pas cher. Donc, vous connaissez probablement le GPS qui doit être, je ne sais pas si vous le voyez, je ne pense pas que vous voyez ma flèche, mais qui est à gauche au milieu, sur la verticale. Donc, c'est pas mal, mais ça ne marche pas partout. Ça consomme de l'énergie. Après, vous avez tout un tas de technologies qui peuvent améliorer la précision, avec du Bluetooth, avec du Wi-Fi, avec des technologies bien installées. Alors la 5G, ça devrait marcher un de ces jours. Voilà. À nouveau, c'est beaucoup plus précis. Est-ce que vous avez besoin d'aller à ce niveau de précision? C'est pas sûr pour de la traçabilité. Juste pour information, si vous voulez vraiment de la précision, il y a de l'ultra large bande qui existe, mais vous devez déployer votre infrastructure. Et puis, on serait tenté de se dire que LoRa ou NB-IoT ou Sigfox vont pouvoir nous apporter une localisation. Si vous êtes à 1 km près, pourquoi pas, mais ça garantit, c'est pas très fiable. Donc, on n'a pas aujourd'hui, tout ça pour dire qu'on n'a pas aujourd'hui une technologie qui va, a priori, à moins que votre problème soit simple, mais qui va répondre directement au problème que vous souhaitez résoudre pour tracer vos objets. Et donc la solution aujourd'hui d'une solution de traçabilité, ça nécessite vraiment une intégration complète de la conception matérielle jusqu'au développement logiciel et à la suite software qui va permettre d'utiliser tout ça. Et donc tout ça, il faut rajouter à ça que ça va impacter les entreprises de façon assez importante, le système d'information des entreprises. Donc il faut s'assurer que
que l'entreprise soit prête à changer un petit peu ses pratiques. Et ce n'est pas une seule entreprise en général, puisque dans un parcours de vie, de ce que vous voulez tracer, il y a souvent beaucoup d'entreprises, tout un secteur qui pourrait être impliqué, voire plusieurs secteurs qui pourraient être impliqués. Et donc, il faut que tout cela se mette d'accord sur des règles et des façons de procéder. Hein, donc, le challenge est assez important. Si je parle de conception électronique, il faut des solutions qui soient relativement viables, c'est-à-dire qu'elles apportent la réponse qu'on attend d'elles, des objets, d'eux, et qui soient en général faible coût. Si vous voulez tracer des choses qui valent 50 €, vous ne voulez pas mettre un objet qui va vous en coûter le double. Donc, il faut que ce soit robuste, à faible coût, que ça dure longtemps. Si vous êtes obligé d'avoir de la maintenance et d'aller changer des batteries toutes les 6 mois, souvent c'est rédhibitoire et vous n'y passez pas, moins évidemment que la durée de vie de votre objet soit inférieure à ça. Et puis, il faut assurer une connectivité qui soit fiable. Alors, la latence n'est pas forcément une critique majeure dans la traçabilité, hein, on n'est pas à quelques minutes près. Par contre, la consommation, c'est extrêmement important. Quand vous avez cette conception électronique, il faut mettre tout ça en réseau. Hein, donc, vous avez la connectivité, vous pouvez faire communiquer vos objets. Est-ce que vous centralisez tout? Est-ce que vous gardez un petit peu d'intelligence sur les objets pour mettre à jour leur information, pour savoir ce qui leur est arrivé, pour les reprogrammer? Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Et puis, un petit peu ce qu'a abordé Pierre avec les blockchains, mais effectivement, la sécurité, c'est quelque chose de fondamental. Il faut de la cybersécurité, il ne faut pas que votre système soit attaquable, il faut de la confidentialité, il ne faut pas forcément que votre information soit diffusée à tout le monde. Et puis, il faut cette confiance que vous avez dans la donnée que vous récupérez à la fin. Voilà. Et derrière tout ça, c'est pas encore tout à fait fini parce que vous allez devoir gérer un back-end et un front-end, donc un outil qui va finalement récupérer toute cette information, quelle information exactement, et puis être capable de vous la restituer de façon fiable et de façon régulière. Et donc, derrière tout ça, il y a l'implication d'un secteur, voire de plusieurs secteurs et de plusieurs entreprises de tailles différentes. Et tout ce processus doit être accepté par tous les acteurs de la chaîne. Voilà. Et aujourd'hui, se rajoute à tout ça l'impact environnemental. Hein, désolé pour la typo. Il faut fabriquer toutes ces étiquettes actives, tous ces objets IoT que vous allez utiliser pour suivre vos objets. Donc, ça nécessite des matériaux, ça nécessite de l'eau, ça nécessite beaucoup de choses, ça a des coûts. Donc, il faut regarder si c'est vraiment rentable de le faire. Et puis, il faut se poser tout de suite la question de la fin de vie. Comment vous allez récupérer tous ces objets électroniques que vous allez mettre? On n'a pas encore, à ma connaissance, de l'électronique biodégradable, même s'il y a des choses qui commencent à se faire. Voilà. Et pour finir, avant de passer à la suite, juste quelques pistes. Hein. Alors, ce sont des choses qu'on commence à savoir faire. Il y a beaucoup de choses qui se font. Sur la conception électronique, il faut vraiment penser la conception électronique dans le système global, hein, pour avoir une intelligence embarquée au niveau du nœud, ce qui permet déjà de concentrer un peu de savoir au niveau de l'étiquette ou de je vais l'appeler ça étiquette, ce sera plus simple, pour que vous n'ayez pas toujours à tout communiquer au cloud, au back-end. Donc, il faut un peu d'intelligence embarquée. Il faut être capable d'endormir les objets. Il ne faut pas que les objets soient toujours en veille. Il faut qu'ils soient capables de s'endormir. Alors, le problème, ce n'est pas tellement de s'endormir, c'est de se réveiller au bon moment. Hein, donc, aujourd'hui, on n'a pas de système sur étagère qui vous permette de réveiller instantanément vos objets quand vous en avez besoin. Donc, c'est eux qui vont se réveiller. Et qu'est-ce qui m'assure que c'est le bon moment? Et puis, évidemment, il faut de la fiabilité de l'information. Alors, fiabilité au sens très large du terme. Hein, il faut que ce que vous receviez, vous soyez bien sûr que c'est ce qui a été transmis, c'est que le contenu de l'information est bien ce que vous voulez. Quand je passe au niveau du réseau, alors je reviens aussi, Nathalie a adressé un tout petit peu la question, mais il n'y a pas aujourd'hui une solution
de communication qui couvrent tous les besoins que vous pourrez rencontrer dans une chaîne de traçabilité. Donc, a priori, aujourd'hui, il faudrait plutôt plusieurs modes de communication. Alors, est-ce que la 5G va résoudre le problème? C'est vrai que la 5G adresse à la fois de la communication longue distance extrêmement fiable, du downlink pour être sûr que notre paquet soit bien transmis, et est capable aussi avec le NB-IoT d'avoir des communications faibles, alors relativement faible débit, c'est pas du très faible débit, et puis basse consommation. Hein, donc, on s'approche sur des solutions qui pourraient être une seule solution pour tout faire, mais c'est pas encore opérationnel comme on le voudrait. Voilà. Et puis après, il y a toute l'application. Donc, le point qui me semble important, tout ça, c'est qu'il y a la traçabilité, mais quand vous faites de la traçabilité, vous allez récupérer de l'information sur vos produits, sur le chemin que parcourent vos produits, sur la fabrication, sur les conditions, sur tout ça. C'est de la donnée. La donnée, aujourd'hui, devient un peu le cœur du système. Donc, si vous faites de la traçabilité, rien ne vous empêcherait, si elle est un petit peu sophistiquée, de faire de l'inventaire, de faire de tout un tas de choses avec cette information-là. Et donc, vous pouvez avoir un système qui vous apporte autre chose qu'une simple traçabilité. Vous pouvez avoir des choses beaucoup plus évoluées que ça. Et donc, il faut y réfléchir dans la conception globale du système, parce que d'un point de vue économique, ça peut faire une différence majeure. Et il faut penser, ça me paraît être une pensée qui n'est pas forcément naturelle, mais qui devrait l'être, à la résilience de votre système. Il faut que ça marche, et que si jamais vos étiquettes tombent en panne ou sont plus lisibles ou perdent de l'information, qu'on ne soit pas obligé de jeter tous les produits qui vont avec. Voilà. Et pour finir, sur l'impact environnemental, les réflexions sont compliquées à ce niveau-là, parce que si vous tracez les objets, vous avez un gain. Donc, vous pouvez avoir un gain environnemental grâce à cette traçabilité-là. Et vous avez un coût, parce qu'il faut mettre en place cette traçabilité-là, et ça vous coûte de la fabrication jusqu'à la fin de vie des étiquettes, mais je dirais même plus que ça, puisque vous avez tout un tas d'informations que vous allez stocker quelque part, et il va falloir prendre ça en compte aussi. Quand est-ce que vous arrêtez de stocker votre information, finalement? Quand est-ce que vous pouvez l'effacer? Ce sont des choses qui peuvent aussi rentrer en ligne de compte. Et donc, l'évaluation du rapport coût-bénéfice est assez compliqué à faire. Voilà. J'ai fini. Pour l'instant. Très bien, merci Laurent. Donc, ça a permis déjà d'illustrer quelques défis environnementaux, techniques. On va peut-être poursuivre là-dessus sur peut-être avec Nathalie et Pierre qui ont d'autres défis à présenter, dont ils voudraient nous parler, et puis en enchaînant sur les solutions qui sont en cours de développement aujourd'hui, justement pour essayer de contrer ces problématiques. Et tout ça en 5 minutes pour pouvoir avoir quelques questions à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à commencer à taper vos questions dans le chat. Je voudrais dire un truc. Il y a un règlement européen, le règlement pour l'éco-conception des produits durables, le SPR, qui est passé l'été dernier, je crois, et qui va rentrer en vigueur progressivement à partir de 2027, qui va obliger tous les fabricants d'objets à équiper leurs objets d'un passeport numérique de produits, qui va justement tracer la chaîne de fabrication du produit. Donc, c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est une obligation légale qui va rentrer en vigueur petit à petit à partir de 2027. Je vais vous mettre un lien dans le chat d'un article de BPI France qui en parle. Hein. Hop. Voilà. Tout le monde devrait pouvoir voir ça pour avoir quelques références et pour aller plus loin sur la question. Pour compléter, donc là, on a évoqué plusieurs défis techniques, environnementaux, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Donc là, Pierre vient juste rapidement d'expliquer qu'il y a aussi des textes législatifs. Il en avait un petit peu parlé avec la blockchain et puis la RGPD et tout ce genre de lois. Mais il faut voir qu'il y en a un peu partout, ne serait-ce que par le fait que chaque pays et chaque région du monde n'applique pas
exactement les mêmes régulations et que justement on est sur la traçabilité dans un contexte économique où les objets circulent sur toute la planète et où on se doit aussi de respecter les lois de chaque région du monde dans laquelle se trouve l'objet. Donc, il faut avoir en tête que quand notre objet il voyage, quelles que soient les applications de traçabilité qu'on mette en œuvre, il faut qu'elles régissent, qu'elles répondent, qu'elles respectent les lois en cours. Donc, le truc le plus simple que je peux illustrer, c'est l'utilisation des fréquences. On a parlé de Wi-Fi, on a parlé de Bluetooth, de LoRa. Et ben, toutes ces technologies sont sur des bandes de fréquences régulées. Et même Wi-Fi ou même la 5G ne va pas utiliser la même fréquence, qu'elle soit en France, aux États-Unis ou en Chine. Donc il faut en plus intégrer ce genre de contraintes ou de dynamisme ou d'adaptabilité dans les objets pour que d'eux-mêmes ils sachent ce qu'ils ont le droit de faire ou pas faire. Ça c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Merci. Si vous n'avez rien à ajouter tous les trois, Pierre. Il y a une question et j'ai une réponse à cette question. Donc, Monsieur IM, Madame IM, la question, je veux savoir si des perspectives d'amélioration de la sécurité de ces objets qui sont réputés pas très sensibles, pas très sécurisés. Eh ben, l'Union européenne s'est posé ces questions-là et a forcé un autre règlement, le Cyber Resilience Act, qui oblige tous les fabricants d'objets de l'électronique à respecter un certain nombre de contraintes. Donc, pour avoir des solutions, eh ben, il faut aller voir ce qui est proposé dans ce règlement, le règlement sur la cyber-résilience, qui liste un certain nombre de choses du genre pas de mot de passe par défaut, par exemple, dans les objets connectés qui communiquent eux-mêmes. Le mot de passe doit être unique par objet, voilà, et communiqué à l'acheteur de l'objet, qui est des mises à jour logicielles, puisque quand il y a une faille de sécurité, si on ne peut pas mettre à jour, bah, la faille, elle est présente, et puis vous avez acheté votre objet, mais maintenant c'est une passoire. On peut prendre le contrôle à distance, vous n'avez pas moyen de le mettre à jour pour fermer cette faille de sécurité. Donc il y a tout un tas de procédures possibles, et qui sont, il y a des propositions en tout cas, qui vont devenir obligatoires dans ce règlement pour la cyber-résilience. Merci Pierre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de la part des participants. C'est le moment. Sinon, je peux... Ah bah s'il y a une question. Ah, c'est Pierre qui... sinon, je peux ajouter un exemple un peu concret de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce qu'on... Donc, si je prends la parole, donc, on a aujourd'hui une problématique qui est, alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vais essayer d'être clair rapidement, de suivre des emballages. Hein. L'idée étant d'avoir des emballages qu'on peut réutiliser au travers des emballages industriels. Hein. On n'est pas sur des emballages Amazon qui arrivent chez vous, on est vraiment sur des emballages industriels. L'idée étant de se dire, c'est un peu con de devoir jeter les emballages une fois qu'ils sont arrivés à destination et d'en refaire des nouveaux. Ce serait mieux d'avoir un cycle de vie, donc ça existe déjà, il y a déjà des emballages réutilisables. Et c'est assez compliqué parce que les industriels ne savent pas trop où sont leurs emballages, ils les cherchent un peu partout, donc ils sont obligés de surdimensionner leur capacité d'avoir des emballages un peu partout, donc ça leur coûte assez cher. Et puis après, ils en perdent beaucoup. Il y en a qui sont cassés, il y en a qui sont volés, il y en a qui disparaissent. Et donc, on n'a pas cette traçabilité-là des emballages sur des emballages qui, on reste à un niveau européen ici, mais qui peuvent voyager au travers toute l'Europe entre des usines en Europe de l'Est et qui vont aller apporter des éléments de quelque chose qui va être construit au Portugal ou en France. Voilà, donc on a cette problématique-là à laquelle on ne peut pas répondre avec de la RFID, à laquelle on ne peut pas répondre avec des codes optiques, à laquelle on ne peut pas répondre avec beaucoup de choses. Donc l'idée est vraiment d'avoir des objets qui soient rattachés à l'emballage et qui apportent l'information en permanence. Alors, pas où est cet emballage, parce qu'on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile de le savoir. On va avoir trop de données manquantes et ça va nous coûter trop cher en énergie. Mais de savoir à peu près qui est responsable, pas à peu près, de savoir très précisément qui est responsable de l'emballage et si je le perds, à qui je dois m'adresser pour dire
ça ne va pas. Et donc, on développe des objets qui sont autonomes, qui contiennent de l'intelligence embarquée. Donc, il y a beaucoup de progrès aujourd'hui dans l'IA en général. Et donc, on peut intégrer cette IA dans des petits objets. Donc, on peut avoir des objets qui sont capables de sentir, de percevoir leur environnement, de décider de façon autonome si quelque chose d'important arrive ou pas, et en fonction de ça, de transmettre de l'information ou d'aller discuter avec leurs voisins pour savoir si tout se passe bien, éventuellement d'aller discuter avec un tiers de confiance s'il est disponible, ce qui n'est pas toujours le cas, pour avoir une certitude. Et donc, on est là capable d'avoir des objets qui vont aller tracer pendant toute leur durée de vie les emballages. Donc, la durée de vie, on table sur 7 à 10 ans. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des objets autonomes qu'on n'a pas besoin de maintenir, donc pas de maintenance, pas besoin de changer de batterie. Ce qui est difficile, c'est pas forcément de faire de mise à jour logicielle, donc ça, on a des solutions pour le faire en radio, mais ça reste assez compliqué. Et donc, on est capable à tout moment d'avoir, alors il faut le déployer à grande échelle, hein, ça c'est pas encore fait, mais d'avoir une information sur où sont les emballages. Alors, le où reste, c'est pas forcément un lieu physique où c'est approximatif, mais à peu près où sont les emballages. Est-ce qu'il y en a suffisamment dans les usines de départ? Est-ce qu'il y en a suffisamment dans les usines d'arrivée? Est-ce qu'ils sont en transit chez des transporteurs ou chez des tiers voilà, qui les ont pris? Et puis, est-ce qu'il va falloir en ramener? Est-ce que si on les ramène, on va pouvoir mettre quelque chose dedans et puis ne pas les ramener à vide, mais les ramener à plein? Et puis, il y a une autre étape qui est extrêmement intéressante dans ce suivi-là, c'est juste pour donner des idées d'ouverture, c'est que finalement, j'ai une usine qui fonctionne beaucoup en hiver, mais qui ne fonctionne pas trop l'été parce que les choses sont à l'arrêt. Par contre, j'ai des collègues qui auraient besoin d'emballage pendant l'été parce qu'ils ont l'activité pendant l'été et pas pendant l'hiver. Est-ce qu'on peut échanger les emballages et avoir de la mutualisation sur nos objets? Cette traçabilité, si on est capable de la faire avec fiabilité et avec rigueur, est-ce qu'on ne peut pas mutualiser un petit peu sur ces emballages en particulier? Alors, ça doit s'appliquer à d'autres domaines, mais la mutualisation des emballages entre diverses entreprises et divers partenaires pour éviter au maximum le repos dans des lieux de stockage d'emballages vides et puis le transport à vide de ces emballages pour les ramener à la source. Voilà, pour essayer d'être un petit peu plus concret. Donc, évidemment, d'un point de vue technologique, ça reste relativement compliqué. On n'est pas encore à des prix en dessous de la dizaine d'euros. Il faut passer à l'échelle pour ça. Hein, mais on commence à savoir faire ce genre de choses. Donc, il y a une autre question qui est arrivée aussi de Pascal Potti, donc, qui demande: y a-t-il déjà une prise en compte dans des expériences pilotes de traçabilité du quantum sensing dans des environnements sensibles pour une plus grande précision? Alors, je ne sais pas ce que Pascal entend exactement par le quantum sensing. Pour l'instant, nous, ce qu'on utilise en termes de sensing, c'est très, très basique. Hein. On n'est pas sur de la haute précision et on n'est pas sur des choses. L'idée dans les travaux dont je parlais là, c'est vraiment d'avoir: est-ce que je suis dans une usine? Est-ce que je suis dans un camion? Est-ce qu'on est en train de me transporter en Fenwick ou pas? Voilà, c'est des questions assez basiques. On n'a pas besoin d'une précision hyper importante. On en reste sur du sensing assez simple, puisque ça se base juste sur des mouvements ou éventuellement sur des discussions radio. On est capable aussi d'aller réveiller à distance des objets quand c'est besoin. Donc, je n'ai pas connaissance exactement de quantum sensing aujourd'hui. Très bien. Donc, je ne vois plus de questions. Je vais partager une dernière information avant qu'on se laisse. Alors, simplement pour vous dire que vous aurez accès, donc suite à ce webinaire, vous avez également accès à du contenu pédagogique en ligne sur la traçabilité.
Donc, je vous ai mis le QR code ici pour que vous puissiez scanner et accéder directement à ce contenu. Qui, par ailleurs, vous proposera quelques quiz vous permettant d'obtenir un Open Badge. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir au sein de l'EDIH une espèce de badge labellisé qui permettra de valoriser les connaissances, compétences que vous avez pu développer à travers ce webinaire, à travers du coup le contenu en ligne. Et puis, il y aura aussi d'autres choses qui seront proposées par la suite. Pierre Boulet, notamment, proposera une session de 2 heures de sensibilisation sur la blockchain aux environs de septembre-octobre. On vous communiquera les dates. Voilà, donc si vous souhaitez approfondir le sujet, en tout cas, il y aura plusieurs choses qui vous seront proposées. Et les Open Badges sont un système open, voilà, comme c'est indiqué, qui vous permet de collectionner en fait ces badges et d'indiquer quels ont été les éléments que vous avez pu suivre, les parcours que vous avez suivis sur ce sujet et sur d'autres qu'on proposera également lors de d'autres webinaires. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous transférerai aussi par mail le lien directement pour accéder à ce contenu. Voilà. Donc, alors, je vais voir s'il y a une dernière question. Non, c'est bon. Donc, merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup aux 3 experts, d'avoir déblayé le sujet de la traçabilité. Et donc, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous si vous avez des questions, si vous souhaitez aller plus loin sur des formations plus sur mesure. On propose plein de choses dans le cadre de l'EDIH. Donc voilà, on est là pour vous. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci. Au revoir.